Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi, tous les mardis de 12h30 à 13h en direct sur Décideur TV et sur MyTF1 News. Nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Vossen, directeur général en charge des ressources humaines chez Nestlé France. Philippe Vossen, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Bienvenue. À l'heure de l'économie Internet, du small is beautiful, où l'entrepreneur est encensé, où toute une génération aspire à plus d'autonomie et est en quête de sens dans le travail, les multinationales ont pourtant plus que jamais besoin d'attirer les nouveaux talents pour se réinventer et assurer leur pérennité. Alors, qu'est-ce qu'a à offrir le big business aux jeunes diplômés? Tel est le thème des Décideurs de l'Emploi du jour. Philippe Vossen, on l'a dit, vous êtes le DRH de Nestlé France. Nestlé fait partie de ces géants de l'industrie dite de grande consommation, avec des marques connues de tous comme Maggi, Buitoni, KitKat, les cônes extrêmes ou encore évidemment le café Nespresso. Grande consommation, pourquoi? Parce que vos produits sont consommés tous les jours à grande échelle par chacun d'entre nous. Alors si l'on se place maintenant du côté de l'emploi, vous avez toujours été considéré avec les Unilever, Procter & Gamble, L'Oréal et autres Kraft Food comme de véritables écoles de management et en particulier dans le marketing. Des bataillons d'étudiants se battaient pour décrocher un emploi ou un job chez vous. Est-ce toujours le cas aujourd'hui, Philippe Vossen? C'est toujours le cas. C'est le cas, et je pense que c'est le cas parce qu'effectivement, nous avons des portefeuilles de marques qui sont juste emblématiques, que tout le monde connaît. Donc effectivement, pour les jeunes qui sortent des écoles de commerce, la première tentation, évidemment, c'est de surfer sur ces sociétés qui sont si connues et si reconnues. C'est aussi vrai pour le monde d'ailleurs de l'industriel, avec les ingénieurs. On a quand même chacun de nombreuses usines en France. Nous, chez Nestlé, on en a 29 en France, donc on attire aussi les ingénieurs. Alors pourtant, aujourd'hui, est-ce que finalement les grands groupes qui font rêver, c'est plus celles que j'ai citées, mais ça ne serait pas plutôt Google, Amazon, Apple, voilà. Est-ce que vous n'êtes pas relégué par ces nouvelles stars de l'industrie numérique, Internet, et sans compter les innombrables startups, toujours à la pointe de la technologie? Est-ce que ce n'est pas eux aujourd'hui qui attirent les talents? C'est sûr, nous sommes en compétition effectivement pour les talents. Je pense que par rapport à ces sociétés que vous évoquez, ils sont plutôt en recherche de talents, surtout dans le monde des ingénieurs, ingénieurs informatiques et autres. Mais effectivement, on doit se battre et proposer à nos jeunes recrues des carrières et un intérêt renouvelé pour évidemment pouvoir concurrencer ceci. Et alors peut-être ma première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui une société comme Nestlé est intégrée au monde numérique? Alors, nous sommes intégrés au monde numérique. Vous savez, nous avons des marques qui existent aussi sur les Facebook et qui ont leur page et qui ont leurs followers. Et nous avons un certain nombre d'investissements qui sont consentis aussi dans le commerce du digital, dans le e-commerce ou dans les drives. Et ce que l'on fait, c'est pour nos différentes marques, c'est de recruter des jeunes et de s'assurer qu'ils travaillent entre eux en réseau, je dirais, au sein du groupe, qui se développent au sein du groupe, tout en apportant au business et aussi aux managers en place leurs connaissances et leurs compétences. On appelle ça aussi parfois du tutorat inversé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du tutorat inversé? Eh bien, nous avons des personnes qui sont sorties, je dirais, des écoles il y a 5, 10, 15, 20 ans en arrière. Le monde du numérique n'existait pas à ce moment-là. Donc aujourd'hui, les jeunes qui sont vraiment les geeks et qui sont vraiment en gestion tout à fait intuitive de cette nouvelle technologie, oui. Eh bien, on les met en relation avec ces managers un petit peu moins à l'aise avec ces technologies-là pour qu'ils soient à même de comprendre l'intérêt que ça revêt, stratégique ou même, je dirais, au quotidien. C'est-à-dire que vos nouvelles recrues, les jeunes diplômés que vous recrutez, qui sont effectivement peut-être plus à jour des nouvelles technologies, vont former des plus anciens, c'est ça? Ils vont former, ils vont côtoyer et les prendre un petit peu par la main pour déminer un petit peu ce terrain qui parfois est un peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait ces nouvelles technologies-là et vont leur donner confiance dans le fait de naviguer sur ces technologies. D'accord, donc c'est des personnes qui sont employées spécialement pour ce tutorat ou c'est… je dirais, ça fait partie de leur propre développement. Donc ils viennent avec une compétence
techniques, technologiques, avec un intérêt, et en plus, on leur permet de coacher des plus anciens, et donc il y a une sorte de gagnant-gagnant intergénérationnel qui s'installe entre ces plus jeunes, qui vont aussi en apprendre évidemment des plus seniors. Alors, je faisais référence au début de cette émission au slogan « Small is beautiful », slogan qui est en fait le titre d'un ouvrage d'un économiste britannique d'origine allemande, Ernst Friedrich Schumacher. Eh bien, il défendait l'idée, dès 1973, l'idée d'une économie permanente, basée sur l'utilisation soutenable des ressources naturelles et sur un processus de production décentralisé. Alors, quand on est le groupe Nestlé, avec 330 000 collaborateurs présents dans près de 150 pays et vendant plus d'1 milliard d'unités dans le monde, eh bien, peut-on répondre à ces nouvelles aspirations de proximité et de développement durable? Non seulement on le peut, on le doit. On le doit. Alors, chaque grand groupe est structuré et a des modèles un petit peu différents, donc ce n'est pas générique. Chez Nestlé, on a la particularité historique, je dirais, depuis 150 ans maintenant, d'être très distribué géographiquement dans le monde et d'avoir un nombre d'entités qui ont une autonomie importante sur le développement de leur business, sur le développement de leurs marques, avec des marques parfois qui sont des marques très importantes mais très locales. Et donc ça permet effectivement d'être au plus proche du terrain par rapport aux consommateurs et derrière de pouvoir activer, je dirais, les activités, je dirais, business professionnelles autour du consommateur, donc au plus proche. Alors, vous savez, cette émission, c'est aussi l'intervention d'internautes, la participation d'internautes. Il y a de nombreuses questions, notamment la question de Jacques Kerouac. Offrez-vous des programmes corporate? Et oui, effectivement, c'était un peu le grand projet, voilà, des multinationales pour attirer les jeunes diplômés. Ces programmes qui permettent à un nouvel arrivant d'avoir la possibilité de naviguer entre, en général, 2-3 métiers sur 2-3 ans. Est-ce que le cas chez Nestlé? Alors, on a plusieurs, c'est une très très bonne question, on a plusieurs approches par rapport à ceci. D'abord, quand on a des nouveaux recrutés, des nouveaux cadres qui rentrent dans la société, ce que l'on fait, c'est on crée une sorte de formation pendant 2-3 jours, on les accueille tous ensemble et on a 100-150 personnes qui se voient expliquer, je dirais, le groupe de l'intérieur, les différentes fonctions, les possibilités, le fonctionnement, les valeurs, la culture, etc. C'est quelque chose qui existe. Par ailleurs, nous avons des programmes spécifiques dans certains métiers, par exemple dans l'industriel à nouveau, où on a des gradués de programme, où on recrute des jeunes qui n'ont pas d'expérience, et on va les mettre sur une mission, une vraie mission avec un vrai contenu. Ils ont un contrat, c'est dit, ce sont des gens que l'on recrute. Pendant 18 mois, ils vont avoir une mission particulière sur une usine. Après cela, 18 mois sur une autre usine avec une approche complémentaire et qui va être aussi calquée sur le besoin de développement de la personne qu'on aura identifié pour pouvoir justement faire progresser cette personne dans l'entreprise, dans les différents métiers, dans les différentes marques, dans les différentes usines que l'on peut avoir, par exemple. Donc on a les deux cas de figure. Est-ce un moyen finalement de fidéliser ces nouveaux jeunes? Je rebondis sur une question de Siana qui nous dit, voilà, dans un contexte où les jeunes changent facilement d'entreprise, qu'est-ce que Nestlé a mis en place pour garder ces jeunes talents? Est-ce que justement c'est un élément de réponse? Je vous offre un programme sur 3 ans, donc comme ça je sais que vous ne partirez pas avant? Non, c'est autre chose. La réalité est différente. En réalité, chez nous, chez Nestlé, historiquement, on recrute les jeunes pour les développer, pour ouvrir un certain nombre d'opportunités et pour leur permettre d'être, je dirais, mobiles nationalement sur la France ou à l'international, sur leur métier ou autre. Et c'est un investissement. D'emblée, on investit pour la durée sur les gens que l'on recrute, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient moins jeunes. Et donc, ces programmes que l'on met en place ne sont pas des programmes de fidélisation. On n'en a en réalité pas vraiment besoin de la fidélisation. C'est plutôt des programmes qui visent à donner de l'intérêt dans le travail, à exposer les gens de manière la plus large et donc à accélérer leur développement au sein de l'entreprise. Alors, Hugo Pratt demande néanmoins, est-ce que rentrer dans de tels groupes n'est pas comme rentrer dans une administration avec les défauts qu'on connaît? Et je prolongerai sa question. Effectivement, une des grandes aspirations de la génération Y, qu'on appelle la génération Y comme Y, c'est jouir d'une plus grande autonomie à son poste de travail. Est-ce que finalement, effectivement, comme le demande Hugo Pratt, un grand groupe, c'est pas d'abord et avant tout des process et des reporting à son N+1 et son N+2? Alors, dans les grands groupes, il y a du reporting.
Dans les grands groupes, il y a des process. Dans les grands groupes, il y a des méthodes qui sont des méthodes éprouvées, qui ne sont pas là pour, je dirais, mettre des contraintes sur nos collaborateurs, mais justement pour les guider, ce sont des bonnes pratiques. Alors après, on appelle bonnes pratiques, méthode, cadrage ou ce que l'on veut. La génération Y, elle attend effectivement un degré d'autonomie important. La génération Y, quand on discute avec eux, ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'ils sont curieux. Ils veulent pouvoir avoir de la variété, pouvoir avoir des horizons qui soient ouverts et ne pas être, je dirais, canalisés dans un parcours professionnel qui finalement se restreint au fur et à mesure, mais qui leur permet d'avoir toujours, à tout moment, des opportunités de développement auxquelles eux-mêmes n'avaient pas nécessairement pensé en rentrant dans le groupe. C'est ce que nous offrons. Alors l'autonomie, peut-être qu'elle n'existe pas chez nous avec un grand A. Par contre, les ouvertures sur les opportunités et répondre aux curiosités naturelles de nos jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, là je pense qu'il n'y a aucun problème, nous sommes au rendez-vous. Et oui, d'autant plus que l'effet taille, ça a aussi quand même des atouts, hein, puisque une grande taille, c'est aussi l'ouverture du champ des possibles d'évolution de carrière. Quelle perspective, en effet, pouvez-vous offrir qu'une PME ou une start-up ne peut pas ? Eh bien, c'est des parcours, je dirais, tout à fait atypiques, mais qui sont pour autant, enfin atypiques vus de l'extérieur et vus de l'intérieur sont assez courants. La capacité de faire une carrière, une belle carrière, en restant soit, si on n'est pas mobile, dans son pays d'origine, mais en ayant tellement de possibilités de changer de cœur de métier, voire de changer de métier ou de catégorie de produits sur lesquels on travaille en gardant son expertise. En réalité, est-ce que vous avez des exemples effectivement de parcours de candidats qui ont changé de métier au sein de Nestlé ? Bon, je vais peut-être prendre le mien parce que je le connais forcément le mieux. Je suis rentré dans le groupe 29 ans en arrière comme informaticien en Belgique. J'ai fait une carrière qui m'a envoyé un petit peu partout, en Suisse, aux Philippines, dans différents métiers. Et je suis maintenant DGRH depuis 3 ans. Voilà. Et ce parcours peut sembler bizarre ou atypique vu de l'extérieur. Il est relativement courant au sein du groupe, qu'on ait une aspiration ou non d'ailleurs sur une mobilité internationale. Donc une évolution au sein des métiers. Qu'en est-il de l'international ? Elliot demande, eh bien, Nestlé offre-t-il des perspectives de carrière à l'international ? C'est souvent ça qui attire en effet les candidats quand ils rentrent dans de tels groupes. Est-ce que voilà, la mobilité géographique est favorisée ? C'est-à-dire que si quelqu'un veut rentrer dans un groupe en voulant vraiment faire une carrière internationale, oui, il y a moyen de le faire si finalement les qualités qui sont attendues aussi par l'entreprise sont présentes, et on va investir derrière une carrière internationale, mais il ne faut pas nécessairement vouloir partir à l'international pour entrer dans un groupe comme le nôtre ou comme les grandes multinationales dont vous faisiez écho. En France, nous avons 16 000 collaborateurs, 7 000 salariés. La vaste majorité, bien entendu, sont des personnes qui n'ont pas vocation et qui n'ont pas non plus d'envie de travailler à l'international. Alors en tous les cas, dans un contexte de chômage des jeunes très important, des jeunes de moins de 25 ans, le dernier taux de chômage du dernier trimestre 2013 s'élevait à 23,5% dans l'Union européenne, vous avez annoncé un véritable plan Marshall de l'emploi des jeunes en Europe, intitulé Nestlé Needs Youth. You en majuscule, TH en minuscule, référence certainement à la célèbre affiche américaine pour le recrutement pendant la Première Guerre mondiale, où Uncle Sam pointe son doigt en direction du lecteur avec ces mots « I want you for US Army ». C'est le moment de passer à notre rubrique « Les postes à pourvoir ». Nestlé Needs Youth. Alors Philippe Vossen, combien de jeunes prévoyez-vous de recruter en 2014 ? Alors, je vous parlais 2 secondes peut-être du programme et comment il s'inscrit. C'est un programme européen, ce n'est pas un programme, je dirais, franco-français. Donc c'est le groupe Nestlé en Europe qui a décidé, effectivement, en regardant les chiffres dramatiques du chômage et les évolutions peu optimistes qui étaient celles que l'on connaissait encore il y a quelques mois et qui perdurent, Nestlé s'est dit on ne peut pas juste rester les bras ballants, il appartient au secteur privé de créer de l'emploi, on ne peut pas simplement tout attendre du secteur du public et du politique. Et donc effectivement cet engagement de notre patron de la zone Europe, Laurent Frex, d'investir et de se lancer dans une croisade, c'est pour en faveur de l'emploi des jeunes. Et donc nous allons recruter sur les 3 prochaines années, c'est un programme qui s'inscrit sur 2014, 2015, 2016. Il y aura 10 000 recrutements qui seront opérés
partout en Europe dans les 3 prochaines années, sur les 3 prochaines années. En plus de cela, il y aura 10 000 jeunes qui se verront proposer une alternance, un contrat d'apprentissage ou un stage au sein de nos sociétés pour aussi leur donner une première expérience qui va aussi capitaliser et qui va leur permettre d'enrichir, à minima, d'enrichir leur CV. Alors, si on reste en France, quels sont les postes qui vont être ouverts à ces jeunes et quel profil recherchez-vous? Alors, je décline peut-être les 10 000 emplois que l'on va proposer au niveau européen, je décline pour la France sur 1200 recrutements sur les 2 prochaines années et demie et 1800 propositions de stage ou d'alternance, contrat d'alternance. Quel profil? Eh bien, je dirais pratiquement tous les profils. C'est-à-dire que, à nouveau, nous sommes très connus pour nos marques, mais il n'y a pas que du marketing chez Nestlé. Tous les métiers sont représentés. Je vous rappelle, nous avons 29 usines en France, donc nous recrutons sur toutes nos usines, que ce soit sur des postes d'agents de maîtrise, des postes ouvriers, des postes, je dirais, d'encadrement, qui sont évidemment importants pour nous, sur la supply chain, sur la finance, sur le commerce, sur la vente, sur les ressources humaines, sur les achats. Il n'y a pas un secteur d'activité, je dirais, qui se retrouve être... Vous allez recruter massivement dans tous ces départements, tous ces domaines? On va avoir de toute façon des besoins dans tout l'ensemble de ces départements-là. En général, ce sont quand même sur les aspects, je dirais, industriels et sur les aspects vente et commerciaux qu'on aura probablement la plus grande proportion. Mais vu les chiffres que je vous annonce, effectivement, on va recruter sur... Alors Hugo Pratt demande, vous allez recruter que du Bac+5 et plus? Non, alors, évidemment, sur nos métiers, je dirais cadres, nous avons une politique de recrutement qui effectivement calque celle-ci sur du Bac+5. Mais nous allons recruter tous azimuts, que ce soit recrutement ferme ou sur l'apprentissage, les stages, pour aller viser du Bac Pro, du Bac+2, des BTS, parce que nous en avons besoin. Et je pense qu'ils sont aussi, les jeunes diplômés, avec ces diplômes-là, ont besoin qu'on leur fasse confiance et qu'on leur permette de mettre le pied à l'étrier. Donc oui, on va recruter aussi des Bac Pro, BTS et autres. Alors, sur l'ensemble de ces jeunes que vous prévoyez, je crois que c'est 3000 entre 2014 et 2016, oui. 60% vont être recrutés soit en apprentissage, soit en stage. Voilà, ça représente 1800 sur les 3000. Il se trouve que l'Assemblée nationale a voté cette nuit même une proposition de loi socialiste sur un encadrement plus accru des stages. Certains députés MP crient au loup en disant qu'en faisant du statut du stagiaire, un copier-coller du statut du salarié, eh bien, nous allons décourager les entreprises à proposer des stages. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, je retiens de la loi, ou sur une proposition, elle n'est pas encore votée au niveau de l'Assemblée nationale, je pense. Il y a 4 mesures importantes qui en ressortent. C'est la durée maximale de 6 mois, c'est le fait de ne pas avoir plus de 10% de stagiaires par rapport aux effectifs totaux de l'entreprise. Ça, ce sont déjà 2 mesures, je dirais, qui sont chez nous appliquées depuis longtemps et qui font partie de nos politiques. Quel pourcentage de stagiaires chez Nestlé? Nous avons en moyenne 300 stagiaires par an, 300-400 stagiaires. Vous les remettez au prorata du 16 000, le nombre de collaborateurs, et vous trouverez un chiffre qui est bien inférieur à ce 10%-là. 16 000 c'est monde, 300 là on parle de la France. 16 000 collaborateurs en France. Donc si vous mettez 400 personnes en face de 16 000, ça doit faire du 4-5%, j'imagine, en proportion. Et demain, on va plus investir sur l'apprentissage, par exemple, aussi que sur les stagiaires. Donc ces mesures-là, elles ne sont pas très contraignantes pour un groupe comme le nôtre. Donc je réponds en tant que patron des ressources humaines pour Nestlé. Le fait d'avoir un tuteur qui accompagne le stagiaire tout au long de son parcours chez nous, c'est quelque chose qui est en place déjà chez Nestlé aussi, donc ça ne nous gêne pas beaucoup, puisque c'est une bonne pratique que nous avons développée de longue date. La 4e mesure vise à donner, si je ne m'abuse, plus de droits
aux stagiaires, de mieux encadrer peut-être les horaires de travail, de leur donner... bénéficier de tickets restaurants, de l'entreprise, du restaurant d'entreprise. Ça, c'est des choses sur lesquelles... Ce sont des choses, bon, je crois que donner plus de droits aux stagiaires, quand je pense que certains d'entre eux n'ont pas de... Enfin, en tout cas, la loi ne prévoit pas qu'ils aient droit des congés et autres. Lorsqu'on répète des stages à répétition, je veux dire, c'est bien aussi de pouvoir à un moment donné s'arrêter, et donc de penser à donner quelques droits effectivement aux stagiaires me semble être important, et il ne faut pas que les entreprises soient tentées de les utiliser à autre chose que ce pourquoi le statut de stagiaire est fait et a été conçu. Oui, et finalement, le fond du problème, est-ce que ça n'est pas le fait que le nombre de stages a effectivement grossi énormément en quelques années? Ils sont aujourd'hui 1,6 million de stagiaires contre 600 000 en 2006, et seulement 20% des stagiaires transforment ensuite ce stage en contrat, en véritable contrat. Est-ce que, voilà, j'aurais envie de vous demander quel serait votre conseil aux stagiaires pour transformer l'essai de stage à embaucher. Et je crois que d'ailleurs c'est une question de Stagiaire 75. Que doit faire un stagiaire pour être gardé chez Nestlé? Bon, première chose, la moitié de nos embauches de jeunes sont des personnes qui ont fait leur stage chez nous. Donc le taux de transformation est important. Que faire? C'est montrer son envie, son engagement, sa passion pour ce que l'on fait, être passionné et être curieux, et avoir cette faculté, je dirais, de s'inscrire dans une équipe et de bien pouvoir s'y intégrer. Je pense qu'il y a des efforts à faire évidemment de la part de l'employeur, de Nestlé, de son manager, des équipes ou de son tuteur, mais aussi la capacité du jeune à pouvoir s'intégrer dans l'esprit de l'équipe. Voilà, quel est l'esprit Nestlé? Est-ce qu'il y a un esprit Nestlé, des valeurs Nestlé? C'est difficile de vous le faire en 30 secondes, mais il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'engagement aussi. C'est de la solidarité, mais travailler en équipe derrière des objectifs communs avec une exigence de résultat et de qualité qui est vraiment très importante. Et donc oui, on mélange ces aspects de volonté de développement des uns et des autres, de bonne ambiance, de qualité de vie au travail, et en même temps réussir à être au rendez-vous sur l'efficacité et sur les résultats. Écoutez, votre réponse est une bonne entrée en matière pour notre troisième séquence de l'émission, les conseils aux candidats, et on va commencer par les 3 conseils CV. Alors, Philippe Vossen, l'objectif d'un CV, évidemment, c'est de donner envie au recruteur d'en savoir plus, de lui donner envie de vous recevoir en entretien. Or, le job board Région Job mène chaque année une grande enquête sur le recrutement. Et en 2013, ils ont démontré que 29% des recruteurs passaient de 15 à 30 secondes seulement sur le CV, 31% y passaient 30 secondes et seulement 13% y passaient plus de 2 minutes. Alors comment, Philippe Vossen, quels seraient vos 3 conseils à donner aux candidats pour décrocher un entretien en 30 secondes finalement? Eh bien, le premier conseil, c'est la clarté. La clarté du CV, la forme de ce CV, qu'au premier regard, l'œil percute sur le type de stage recherché. Si on recherche un stage en marketing ou en finance ou autre, et si il apparaît au premier regard, eh bien, ça te permet déjà d'être au-dessus du lot, je dirais, par rapport à ça. Donc, beaucoup de soins à la forme, à la clarté, ne pas en mettre trop, c'est pas une vitrine, c'est pas une campagne publicitaire que l'on fait non plus. Faire très attention à l'orthographe, parce que si l'orthographe n'est pas au rendez-vous, ça peut laisser penser qu'il y a un manque de rigueur peut-être derrière ce CV. Alors, est-ce que vous avez remarqué que depuis un certain nombre d'années, il y avait plus de fautes d'orthographe qu'avant? C'est parfois ce qui est avancé. Peut-être qu'il y en a de nouveau un petit peu moins maintenant. Peut-être qu'il y a on a tellement parlé de ce sujet qu'il y a une attention redoublée, je dirais, sur cette question. En tout cas, les recruteurs, ils font attention. Il faut absolument être très vigilant là-dessus. Ça donne juste une perception supplémentaire de la personne. Donc vous avez, au travers d'un CV, une réflexion d'une image. Donc là, c'est une faute d'orthographe, ça traduit forcément peut-être un problème de discipline, de rigueur, ou un problème dans l'éducation aussi de la personne. Donc la forme, évidemment sur le fond, être très, très clair et bien valoriser l'expérience déjà acquise. Je pense que chacun et tous les jeunes ont des belles histoires à raconter. Le tout est de bien les valoriser au niveau d'un CV.
Et puis, alors justement, comment on parle de ces expériences dans un CV? Quels mots faut-il utiliser? Est-ce qu'il y a des mots à privilégier, des tournures de phrases? Est-ce qu'il faut utiliser des verbes d'action? Je recommanderais les verbes d'action pour introduire les sujets si on veut mettre en œuvre un petit peu ce CV réalisation. Je pense qu'il est important de ne pas se faire, je dirais, d'autocensure sur les histoires à raconter. Souvent, on rencontre des jeunes dans les différents forums, dans des foires, et on lit leur CV, il est relativement épuré, un petit peu pauvre parfois. On leur demande, mais raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait ici et ceci. Et là, évidemment, le fait qu'on s'intéresse à eux, soudainement, ils viennent avec beaucoup d'histoires, ils illustrent ce qu'ils ont réalisé, et c'est très intéressant. Et on les laisse parler pendant 5 minutes, et après 5 minutes, on leur dit, bon, arrête-toi là, essaye de valoriser tout ce que tu viens de me raconter là, valorise-le au niveau de ton CV, là, ça ne se retrouve pas. Donc, il faut avoir confiance en soi et se dire que même si son expérience, elle est limitée, elle est quand même riche, et il faut pouvoir se démarquer quand même de ses... Chacun est unique, donc il faut mettre ses différences sur la table. Très bien. Troisième conseil, vous aviez... Oui, peut-être un conseil qui est de faire relire son CV à quelqu'un, peu importe, un camarade, quelqu'un de la famille. Pourquoi? Parce que je pense que lorsqu'on écrit, quand on réalise un CV, on poursuit malgré tout un objectif. On se dit, là, je projette une image de moi qui est celle-ci. En le faisant lire par quelqu'un d'autre, parfois on se rend compte que l'image projetée n'est pas celle à laquelle on s'attendait. Et donc ça permet de corriger le tir malgré tout et de le faire lorsqu'il n'y a pas de mal derrière. Donc le faire relire par une personne tierce. On va maintenant passer à la rubrique les 3 conseils entretien. Quelles sont les bonnes questions à se poser avant un entretien? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mon ambition, avec un A minuscule, hein, c'est pas l'ambition, mais voilà, c'est quoi ma curiosité, dans quoi j'ai envie de m'engager demain, là, quels sont voilà, première question. Deuxième question, lorsque je vais préparer un entretien, c'est de me poser la bonne question de savoir mon adéquation par rapport à mes valeurs, par rapport aux valeurs, ou ce que projette comme valeur l'entreprise dans laquelle je vais postuler. C'est très important. Comment procéder pour donner de la cohérence à un CV? Parce qu'effectivement, c'est souvent quelque chose qui est mis en avant par les recruteurs. Il faut que votre parcours paraisse cohérent. Or, quand on a parlé des stages, hein, quand on est en stage, eh bien, on ne sait pas toujours ce que l'on veut faire et on utilise au contraire ces expériences de stage pour un peu aller toucher à tout. Quand on se retrouve eh bien, pour un entretien pour son premier job et qu'on a fait peut-être 3 stages dans 3 entreprises différentes, de 3 secteurs différents, comment on arrive à, malgré tout, trouver une cohérence? Je pense que beaucoup est dans la tête. Il faut être confiant en soi. Chaque recruteur, chaque personne qui lit un CV, chaque personne qui prépare un entretien du côté de l'employeur, sait les difficultés que revêt aujourd'hui la recherche d'un stage. On le sait tous. C'est très compliqué et ça nécessite beaucoup d'efforts. Donc lorsqu'on a un parcours qui est un petit peu atypique, on a fait des stages et on a l'impression qu'il n'y a pas de ligne rouge qui relie les 3 expériences qu'on a pu faire, je poserai la première question à la personne. Est-ce que ce n'est pas mieux finalement que d'avoir 3 stages très linéaires, finalement très lisses? Donc, plutôt que de se dire que c'est un point faible et un point de difficulté, non, mettez sur la table le fait effectivement que, oui, il y a 3 ans, lorsque vous avez commencé, vous n'étiez pas tout à fait sûr du type de société dans laquelle vous vouliez postuler, ni pourquoi vous vouliez postuler dans tel type de société. Donc, vous avez tâté, vous avez fait des choses, et ça fait partie de votre parcours. Et peut-être que maintenant que vous avez fait ce type de parcours, que vous avez tâté plusieurs expériences, le fait que vous veniez postuler à cette société-ci, peut-être que c'est pour de meilleures raisons que le voisin qui n'a jamais rien connu d'autre, parfois. Donc, et avoir confiance en soi et se dire que finalement, derrière chacun des parcours, y compris le sien, il y a beaucoup d'intérêt. On voit bien souvent plus d'intérêt dans les parcours de nos voisins, de nos camarades, que dans les siens. C'est un problème de confiance en soi, entre autres. Donc si je vous entends, la cohérence peut venir même du fait de dire, à travers mes expériences variées, cela m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas fait pour ça, En revanche, j'aimais bien ce côté-là de tel job. Et ce qui donc aujourd'hui, voilà pourquoi je postule chez vous, parce que j'ai l'impression que tout se rejoint. Absolument. Très bien. Alors, dernière question, faut-il jouer un rôle en entretien?
Ma recommandation est non. Soyons nous-mêmes. Que ce soit dans un entretien pour quelqu'un qui va rentrer dans une société, et c'est un conseil que je donne aussi aux personnes qui sont déjà dans une société et qui veulent, qui conduisent un entretien pour postuler sur un poste avec plus grande responsabilité. Ce que l'on recherche, c'est d'éviter, lorsqu'on recrute quelqu'un, on veut éviter l'erreur de casting. Donc, vous ne pouvez être bon que si vous êtes vous-même. Je pense que jouer un rôle, ça tient son temps. Si vous tenez le temps de l'entretien, que vous avez une embauche et que derrière vous redevenez forcément vous-même, parce que ça c'est la nature des choses, il y aura peut-être le caractère un petit peu déceptif de la part de l'employeur. Donc ça ne sert à rien de lui mentir, ça ne sert à rien de vous mentir, et ce qu'on attend de chacun, c'est de ne pas être formaté. On attend de chacun d'être soi-même, d'avenir avec sa valeur ajoutée, avec sa curiosité, avec sa personnalité. Et c'est l'ensemble de la complémentarité de ces différentes personnes qui va faire qu'une équipe va être plus riche qu'une autre. Donc soyez vous-même et jouez votre propre rôle, je dirais. Eh bien, merci beaucoup Philippe Vossen, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, aux miennes et celles des internautes. Merci aux internautes justement de nous avoir suivis et de votre participation active. La semaine prochaine, je recevrai Jérémy Lamry, PDG de Monkey Tie, et Stéphane Dahan, directeur du recrutement du groupe Altan. On parlait des ingénieurs, pour traiter eh bien justement peut-être de ce dont on a évoqué en fin de cette émission, du recrutement par affinité. Peut-on choisir son entreprise comme on choisit son conjoint? Eh bien, c'est la question que je poserai à mes deux invités la semaine prochaine. Merci beaucoup. À mardi prochain.